Jan Kervel n'avait jamais rêvé de faire fortune. Il rêvait simplement de finir le mois sans trop tirer sur ses économies. Pêcheur à Lorient depuis l'adolescence, il complétait ses revenus en rachetant de vieilles coques que la capitainerie voulait voir disparaître du port. Il les dépeçait pièce par pièce, revendait l'acier à la tonne et gardait ce qui pouvait encore servir à quelqu'un. Ce jour-là, sur le quai battu par le vent, un huissier annonçait la mise aux enchères d'un chalutier échoué depuis des années dans le bassin réservé aux épaves. Personne ne s'y intéressait vraiment. La coque penchait sur bâbord, la peinture avait disparu sous des couches de rouille orangée et l'odeur de vase stagnante collait à toute la structure. Les rares acheteurs présents jetaient un œil distrait avant de retourner à leur catalogue. Yann leva la main presque par réflexe, plus par habitude que par conviction. Il l'emporta pour une somme qui ne couvrirait même pas l'essence de son camion pendant l'hiver. Le bateau s'appelait l'Étoile de l'Orient, un nom bien trop noble pour ce tas de tôles fatiguées. Pendant que Yann signait les papiers sous l'auvent de la capitainerie, un vieux docker qui traînait par là, une cigarette éteinte coincée au coin des lèvres, lui glissa que cette coque avait changé de nom 3 fois depuis 1946. 3 fois, pour un chalutier de pêche, sans histoire particulière, ça sortait un peu de l'ordinaire, mais Yann haussa les épaules. Un nom, ça ne se revend pas au poids, et c'est bien tout ce qui l'intéressait ce jour-là. Il rentra chez lui ce soir-là, avec les clés d'une épave, et le sentiment satisfaisant d'avoir fait une bonne affaire. Sa femme lui demanda combien de semaines de travail ça représentait, avant de voir le moindre centime. Il répondit qu'avec un peu de chance, l'acier seul rembourserait l'achat et la location de la grue. Il ne se doutait absolument pas, en s'endormant ce soir-là, qu'il venait d'acheter bien plus qu'un vieux bateau de pêche. Il commença le désossage par la salle des machines, comme toujours, parce que c'est là que dort la vraie valeur d'un bateau mort. Le moteur principal occupait presque tout l'espace, un bloc massif et noirci, beaucoup plus large que ce que la coque semblait pouvoir justifier. Yann connaissait les moteurs marins de son époque presque par cœur, il en avait démonté des dizaines au fil des années, mais celui-ci ne ressemblait à rien de ce qu'il avait déjà vu. Un chalutier de cette taille n'avait besoin que de 300 chevaux, pas plus. Celui-là en annonçait 1200 sur ce qui restait de sa plaque signalétique, à moitié rongée par la corrosion. La fonderie avait un style qu'il ne reconnaissait pas, des lignes trop précises, trop régulières, pour sortir d'un atelier civil breton. Intrigué, il appela un vieux mécanicien à la retraite, le Brie, qui avait travaillé sur des machines de toutes les époques dans sa carrière et qui connaissait chaque bruit qu'un moteur pouvait faire avant de rendre l'âme. Le Brie arriva le lendemain matin, une lampe torche à la main, et descendit lentement dans la salle des machines humides et sombres. Il posa sa main calleuse sur le carter froid, resta silencieux un long moment, puis passa ses doigts sur les nervures de la fonte comme s'il lisait un texte en braille. L'odeur de vieux fioul et de rouille flottait autour d'eux, épaisse, presque palpable. Il finit par dire, d'une voix étonnamment sérieuse pour un homme qui plaisantait habituellement de tout, qu'il n'avait vu ce genre de coulée que dans de vieux manuels techniques allemands consultés bien des années plus tôt, jamais sur un bateau civil breton. Sur une plaque presque effacée, nettoyée à coups de chiffon et de patience pendant de longues minutes, une seule inscription finit par apparaître. 2 lettres et un chiffre. 2 GM. Ni l'un ni l'autre n'avait la moindre idée de ce que ça pouvait signifier, et ce simple assemblage de caractères allait les occuper bien plus longtemps qu'ils ne l'auraient imaginé. Yann ne savait pas quoi faire de cette information, alors il fit ce que n'importe qui aurait fait à sa place. Il posa la question à quelqu'un qui saurait peut-être répondre. Un historien naval de Brest, spécialiste reconnu des archives de la marine allemande, répondit à son message en moins d'1 heure, ce qui en disait déjà long sur l'intérêt que suscitait la photo qu'il avait envoyée. 2GM n'était pas un modèle commercial, lui expliqua-t-il d'une voix qui trahissait une excitation contenue depuis des années de recherche sans résultat. C'était un nom de code. L'Allemagne avait lancé avant-guerre un programme de diesel lourd destiné à équiper de futurs cuirassés, capable de délivrer une puissance largement supérieure à tout ce que produisait alors l'industrie civile. Ce programme, bien réel et partiellement documenté dans les archives navales, avait été brutalement abandonné en 1939, à la déclaration du conflit, les chantiers redirigeant toutes leurs ressources vers l'effort de guerre immédiat. 3 exemplaires auraient été construits avant l'arrêt total du projet. 2 avaient été détruits sous les bombardements alliés qui avaient rasé une grande partie des sites industriels allemands
dans les dernières années de la guerre, un fait confirmé, noir sur blanc, dans les rapports d'après-guerre, consultés par l'historien lui-même. Le troisième n'avait jamais été retrouvé, ni sur aucune liste de récupération, ni sous aucune épave répertoriée dans les décennies qui avaient suivi. Bon, petite pause dans l'histoire parce qu'on a vraiment besoin de votre aide pour continuer à raconter ce genre de découverte. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment parfait, et pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de la suite. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo, on adore voir jusqu'où nos histoires arrivent à voyager dans le monde. Maintenant, revenons à Yann et à ce moteur disparu depuis 80 ans. L'historien avait marqué une pause au téléphone, comme s'il réalisait quelque chose au moment même où il le disait à voix haute. Disparu ne voulait pas forcément dire détruit. Ça voulait peut-être simplement dire que le moteur avait quitté le dossier, sans que personne ne sache pourquoi ni comment. Yann retourna dans la salle des machines avec un regard complètement différent ce soir-là. Il ne cherchait plus à comprendre la mécanique du moteur. Il cherchait ce que quelqu'un, un jour, avait pu y cacher. Sous le vilebrequin, un logement soudé attira son attention, une pièce visiblement rapportée, jamais prévue dans la conception d'origine du bloc. Il découpa doucement, avec précaution, et découvrit une pochette étanche protégée par plusieurs couches de toile huilée. À l'intérieur, des papiers écrits en allemand et en français, datés de 1946, l'encre pâlie mais encore parfaitement lisible. Les documents racontaient l'histoire d'un ingénieur allemand, déserteur dans les derniers mois du conflit, recueilli en Bretagne par un petit réseau de résistants locaux. Plutôt que de laisser ce moteur expérimental tomber entre les mains des soviétiques qui raflaient toute technologie militaire allemande à l'époque, ou repartir vers les vainqueurs occidentaux, le réseau avait choisi de le faire disparaître pour de bon. Démonté pièce par pièce, dans le plus grand secret, transporté de nuit à travers la campagne bretonne, puis remonté discrètement dans la coque d'un modeste chalutier civil, comme n'importe quel moteur de récupération d'après-guerre. Personne n'irait jamais chercher un secret militaire dans un bateau de pêche. Le moteur n'était donc pas une simple pièce rare oubliée dans un port breton. C'était la preuve vivante d'une opération de résistance jamais documentée nulle part, un fragment d'histoire que même les historiens ignoraient. Mais un second papier, glissé derrière le premier dans la pochette, changeait complètement la nature de la découverte. Ce n'était pas un rapport technique de plus. C'était une lettre, jamais envoyée, écrite de la main tremblante de ce même ingénieur allemand. Il y confessait avoir dénoncé un membre du réseau aux autorités encore présentes dans les semaines chaotiques qui avaient suivi la fin de la guerre, uniquement pour protéger sa propre fuite et garantir son silence. Le nom qu'il citait correspondait à celui d'un résistant local, porté disparu depuis 1946, jamais retrouvé, jamais expliqué, réduit à une simple ligne oubliée, au fond d'un registre poussiéreux. Yann comprit, assis seul dans cette salle des machines, qui sentait encore le fioul et la vase, qu'il ne tenait plus seulement un moteur de collection entre les mains. Il tenait la clé d'une disparition vieille de 80 ans, celle d'un homme dont la famille attendait peut-être encore une réponse, quelque part, sans même savoir qu'une réponse existait. Il pouvait revendre discrètement la pièce à un collectionneur privé et empocher une somme confortable sans jamais poser de questions. Personne n'en aurait rien su, ou il pouvait tout remettre entre des mains capables de rouvrir un dossier vieux de plusieurs décennies. Il choisit la seconde option, sans vraiment hésiter longtemps. Yann contacta le Musée national de la Marine et transmit le moteur ainsi que l'intégralité des documents aux autorités compétentes. L'enquête historique qui suivit rouvrit le dossier du résistant disparu, croisant les archives locales avec la lettre retrouvée dans le compartiment soudé. Sa famille, dispersée depuis longtemps entre plusieurs villages de la côte, obtint enfin, après 8 décennies de silence total, une explication à une absence qui n'avait jamais eu de sens pour personne. Une petite cérémonie discrète réunit finalement les descendants du résistant au musée, devant le moteur qui avait porté ce secret sans jamais le trahir pendant tant d'années. Le moteur 2GM fut préservé plutôt que découpé au chalumeau, exposé aujourd'hui comme la pièce manquante d'un chapitre que l'histoire officielle avait laissé incomplet pendant si longtemps. Yann reçut une reconnaissance officielle et une compensation pour sa découverte, bien plus modeste que ce qu'un marché parallèle aurait pu lui offrir, mais amplement suffisante pour tourner définitivement la page de ces fins de mois difficiles. Ce qu'il avait acheté comme un simple tas de ferraille s'était révélé être un morceau d'histoire que personne, avant lui, n'avait su lire correctement. Yann continue aujourd'hui
à racheter de vieilles coques dans les ports bretons, mais il ne regarde plus jamais un moteur de la même façon. Chaque bloc de fonte, chaque plaque effacée par la rouille, pourrait cacher un fragment de mémoire que le temps a failli engloutir pour toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Abonnez-vous, activez la cloche, et dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez ce soir. Certaines découvertes valent bien plus que leur poids en acier.